Souvent, quand on évoque l'apprentissage d'une machine, on imagine un processus très clinique, très propre, quoi. On fournit à un ordinateur des millions de photos de chats, et paf, à la fin, il sait reconnaître un chat. Ouais, c'est très direct, c'est de l'apprentissage supervisé. Exactement. Mais quand on entre dans le domaine du mouvement, de la physique, enfin, de la survie pure, cette méthode clinique s'effondre totalement. Il n'y a pas de base de données magique de comment bien marcher qu'on peut juste injecter dans un disque dur. Absolument pas, non, c'est d'une brutalité fascinante, en fait. C'est ça. Faut imaginer un cerveau numérique complètement vierge, sans la moindre ligne de code lui expliquant ce qu'est une jambe. Il est juste jeté dans un vide géométrique avec une seule consigne implicite, survie, et avance. Et le pire, c'est qu'il n'y a absolument aucun tutoriel, aucun guide pour accompagner ce cerveau, c'est juste l'échec physique. Les chèques répétés, ouais. Un échec répété des milliers, voire des millions de fois. C'est un apprentissage par la douleur, virtuelle en quelque sorte, jusqu'à ce qu'une étincelle de comportement cohérent finisse par émerger de ce chaos. Et c'est exactement le sujet de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans une thèse de master qui a véritablement posé des jalons. Un document publié en 2002 par Jean et Dee Rubsaman. Son titre original, pour être précis, c'est Evolving Intelligent Embodied Agents Within a Physically Accurate Environment. C'est vraiment un document fondateur pour quiconque cherche à comprendre comment l'intelligence artificielle moderne et la robotique ont réussi à fusionner. Ouais. Et notre mission, au cours de cette plongée au cœur de nos sources, c'est de démystifier ça. Comment des algorithmes inspirés de la biologie évolutive ont pu apprendre à des créatures virtuelles à ramper, courir ou sauter. Et tout ça dans un monde simulé qui ne pardonne aucune erreur. C'est un document qui illustre parfaitement une transition intellectuelle majeure dans la recherche, en fait. Parce que pour vraiment saisir l'ampleur de ce que ces petites créatures virtuelles ont accompli, il faut d'abord comprendre à quel point l'IA classique était inadaptée. Inadapté pour le mouvement, tu veux dire. Ouais, historiquement inadaptée pour reproduire le mouvement organique. Depuis les débuts, disons depuis le test de Turing dans les années 50, jusqu'aux énormes systèmes experts des décennies suivantes, l'approche dominante était ce qu'on appelle le top-down, de haut en bas, quoi. D'accord, décortiquons un peu tout ça. L'approche top-down, c'est un peu comme essayer d'apprendre à faire du vélo en lisant un manuel de physique quantique de 500 pages. C'est une excellente analogie, ouais. On donne à la machine toutes les règles déductives d'un coup. Les équations de la gravité, de l'inertie, l'équilibre gyroscopique. Et on s'attend à ce qu'elle calcule en temps réel la position absolument parfaite pour pas tomber. Sur le papier, c'est brillant. Mais sur le terrain, Sur le terrain, c'est une catastrophe. totalement. Parce que le monde réel, il est rempli de micro-variables infinies qu'aucun ingénieur peut vraiment anticiper. Et du coup, la machine plante. Bah oui, l'approche top-down exigeait qu'un humain prévoit absolument toutes les situations. Mais que se passe-t-il si le sol est soudainement un peu plus humide? Si une rafale de vent asymétrique frappe le robot? Ou juste un simple caillou qui dévie la roue d'un demi-millimètre? La machine n'a qu'un manuel d'équations rigide, donc elle plante et elle tombe. D'où le changement de paradigme. Exactement. La thèse de Rubsam choisit la voie diamétralement opposée. C'est l'approche bottom-up, de bas en haut. Elle puise ses racines dans la vie artificielle, le high-life et la théorie du chaos. Ah oui, c'est là qu'on retrouve des idées vertigineuses comme l'effet papillon de Lorentz ou le fameux jeu de la vie de Conway, non? Tout à fait. Ces expériences où on prend une grille avec des petits carrés, on leur donne 3 règles de survie presque ridicules de simplicité. Et en les laissant interagir, on voit soudainement apparaître une complexité folle. Des vaisseaux spatiaux virtuels, des structures mouvantes qui n'ont jamais été programmées par le créateur. C'est ça. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, c'est le cœur du problème. Le but de ces recherches en 2002, c'était pas de faire un jeu vidéo amusant ou de l'animation 3D. Le but ultime, c'était de trouver des méthodes de contrôle robustes pour des machines du monde réel. Pour reprendre notre vélo, l'approche bottom-up, c'est de monter sur la selle, de tomber 100 fois et de laisser le corps comprendre tout seul comment s'équilibrer. Absolument. Des robots qui devront évoluer sur Mars ou dans des usines, ils doivent avoir cet apprentissage. Et pour que ça marche, pour que le savoir acquis dans l'ordinateur puisse être téléchargé dans un vrai robot sans qu'il s'effondre, l'arène virtuelle devait être un miroir implacable de notre réalité. Que j'aime appeler l'arène impitoyable de Newton. Parce que si l'apprentissage se fait par l'échec corporel, l'environnement doit punir cet échec avec la plus stricte exactitude, quoi. C'est ça qui différencie cette recherche des petites simulations géométriques qui flottaient dans le vide à l'époque.
Ici, le moteur physique est un dictateur absolu. Un dictateur absolu, ouais. Le moteur simule la physique newtonienne à la lettre. On a une gravité constante de 9,8 mètres par seconde au carré qui tire les agents vers le bas. On a la gestion de l'inertie et surtout la friction. La friction, ça devait être complexe à coder en 2002, non? Très ingénieux, en fait. Il crée des joints de contact temporaires. Chaque fois qu'un membre géométrique touche le sol, le moteur calcule mathématiquement un point d'ancrage. Ça simule l'adhérence d'un pied sur la terre avec toutes les résistances pour se dégager ou glisser. Et ces agents incarnés, comment ils sont construits physiquement? C'est pas des formes molles, j'imagine? Non, pas du tout. Ils sont faits de blocs solides, des corps rigides interconnectés par des articulations mécaniques très spécifiques. Le document modélise 3 types d'articulations. Lesquels? La charnière d'abord, un seul degré de liberté, comme un genou. Ensuite, la glissière, qui permet l'extension comme un piston. Et enfin, la rotule sphérique, beaucoup plus complexe, avec 3 degrés de liberté, comme l'épaule. D'accord. Donc on a une anatomie basique. Ouais, mais la contrainte la plus sévère, elle vient des effecteurs, les muscles virtuels. C'est-à-dire? Ils sont faibles? Extrêmement faibles. Ils sont limités de manière drastique par leur couple de force. Une articulation en charnière, par exemple, ne peut générer qu'une force maximale de 800 grammes-centimètres. Attends, c'est rien ça. C'est dérisoire. À peine suffisant pour soulever l'équivalent d'un gros stylo ou d'une petite tasse à café virtuelle. Mais attends, je dois t'arrêter là. Pourquoi s'embêter à programmer une limitation pareille? N'est-ce pas se tirer une balle dans le pied quand on veut que l'IA aille vite et apprenne bien? On pourrait juste lui donner des moteurs surpuissants et hop, elle traverse la carte, non? C'est une réflexion super logique, mais en fait, c'est la condition absolue de la réussite du projet. Sans ces limites strictes, l'intelligence artificielle, qui est, rappelons-le, une machine à optimiser de manière aveugle, elle trouverait inévitablement une faille mathématique. Ah, comme un cheat code dans un jeu vidéo? Exactement. Si on lui donnait une force infinie, l'IA trouverait un moyen de faire tourner un gras à une vitesse supersonique pour s'envoler comme un hélicoptère. Ou alors, elle utiliserait des micro-vibrations invisibles pour glisser sur le sol. Et ça, on ne peut pas le reproduire dans la réalité. Voilà. Si on transfère ce cerveau dans un vrai robot, les moteurs brûleraient en 2 secondes. En bridant la force, en imposant la gravité, l'environnement dicte la forme d'intelligence qui doit émerger. L'évolution ne va récompenser que des stratégies physiques, saines et économes en énergie. C'est franchement fascinant quand on y pense. L'arène de Newton et le corps physique forment un moule rigide, et l'intelligence n'est que le liquide qui vient épouser la forme de ce moule. C'est une très belle image. Mais justement, parlons de ce liquide, du cerveau. On a dit qu'il n'y avait aucune donnée d'entraînement. Comment la créature devine-t-elle qu'elle doit contracter ce petit muscle si faible? La réponse, c'est la neuroévolution. C'est un domaine qui fusionne les réseaux de neurones artificiels avec les algorithmes génétiques. Le cerveau de chaque agent n'est pas un simple réseau, c'est un réseau de neurones récurrents, un RRN. Plus précisément, un réseau de type Hellman. Un réseau de type Hellman. En quoi c'est différent d'un réseau basique qui lit une image et donne une réponse? La différence fondamentale, c'est le temps et la mémoire. Un réseau classique vit dans l'instant présent, mais un réseau Hellman possède des couches de contexte. En gros, le réseau copie l'état de ses neurones à la milliseconde t et le réinjecte à la milliseconde t+1. C'est une boucle. Ah, une mémoire à très court terme, pour se souvenir du mouvement précédent, parce que fatalement la marche c'est un rythme. Exactement. Lever la jambe droite n'a de sens que si on se souvient qu'on vient de poser la jambe gauche. Sans ces couches, la créature ne serait qu'une machine à réflexe isolée. Avec, elle conçoit une vraie chorégraphie temporelle. D'accord. Et à l'intérieur, l'activation des neurones est régulée par une sigmoïde bipolaire. Oula, une sigmoïde bipolaire, ça sonne très technique. Ça sert à quoi concrètement? Ça restreint tous les signaux électriques dans une plage de -1 à 1. C'est vital pour les muscles virtuels. -1, c'est une relaxation totale. 1, une contraction maximale. 0, le repos. Ça évite que le réseau n'envoie des valeurs aberrantes qui feraient exploser l'articulation. C'est propre quoi. Donc on a une créature avec des os, des muscles faibles et un cerveau rythmique. Maintenant, comment on lance l'évolution? On va pas les faire évoluer un par un, j'imagine. Non, c'est là que l'algorithme génétique intervient. L'expérience débute avec une population de 80 agents par génération. Au début, la génération 0, les cerveaux sont initialisés au hasard total. Le chaos absolu, j'imagine. Ils tombent, ils tremblent. C'est exactement ça. Mais le programme les évalue. Pour la reproduction, il utilise la sélection par roulette, la roulette wheel selection. Comme au casino. Ouais,
l'analogie est bonne. Imagine une roue où chaque créature possède une part proportionnelle à sa performance. Une créature médiocre a une toute petite chance d'être sélectionnée, ce qui préserve la diversité, mais les meilleurs ont des parts immenses. Et ensuite, on les croise. C'est ça, le programme croise leurs gènes avec un taux de 80%. Et surtout, il introduit une mutation de 0,1%. 0,1%. C'est minuscule. Pourquoi si peu? Pour éviter de détruire les bons comportements acquis. Et pour garantir que ces mutations soient fines, il utilise la transformation de Box-Müller. En gros, ça assure que la majorité des mutations seront de tout petits ajustements. On modifie finement un mouvement de bras au lieu de faire pousser une troisième jambe par erreur, quoi. Voilà. Ce qui est fascinant ici, la clé de voûte, c'est la fonction de fitness, la note de survie. Ah, le verdict final. Qu'est-ce qui donne une bonne note à l'école de Newton? La formule est d'une froideur absolue. Elle calcule la distance vers l'avant et la multiplie par 9. Mais simultanément, elle mesure toute déviation hors de la ligne droite et applique une pénalité multipliée par 4. Waouh. C'est la survie absolue du plus rapide et du plus droit. Tout à fait. Mais attends, juste avancer tout droit. Ok. Ça semble trop simple pour créer des mouvements comme courir ou sauter. Il n'y a pas des points bonus pour l'équilibre, le style, ou pour pas se cogner la tête? Aucun point bonus. Et c'est là tout le génie de la méthode bottom-up. On code pas le comportement. La gravité et la physique feront en sorte qu'une créature qui ne s'équilibre pas finira par frotter contre le sol, ce qui la ralentira. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Ça signifie que l'ordinateur ne dit jamais « Hé, utilise un peu plus ton bras gauche ». Jamais. Il dit juste « Tu as vécu quelques secondes, tu as avancé de 3 mètres, mais tu as dévié d'1 mètre. Ta note est de 23. Si tu es dans le haut du classement, tu te reproduis, sinon, on t'efface. » C'est un filtre impitoyable, ouais. Et l'auteur a conçu 4 morphologies différentes, 4 espèces de gladiateurs virtuels, pour tester ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Plongeons sur le sable de l'arène. La première espèce, c'est le Simple Crawler, le rampeur. Juste un torse avec 2 bras basiques. Très primitif, mais en seulement 72 générations, soit 24% du temps de simulation, le rampeur a maîtrisé son corps. Il a appris à alterner ses bras de manière asynchrone pour se traîner efficacement. Rapide. Mm-mm. Mais dès la deuxième espèce, les long arms, les bras longs, ça se complique. 2 immenses bras lourds fixés au torse. Et si je me souviens bien, cette espèce a essayé de tricher, non? Ouais, un exemple parfait de l'IA exploitant la physique. Ils ont découvert qu'en balançant violemment leurs bras, ils créaient une force d'inertie énorme. Le torse glissait sans même que les mains touchent le sol. C'est brillant la triche par l'inertie. Sauf que le contrôle directionnel était désastreux. Et rappelle-toi la pénalité de déviation. Ah oui, la pénalité multipliée par 4. Voilà, donc cette lignée a stagné. Autour de la 50e génération, une autre branche a émergé. Elle a appris à planter ses mains dans le sol et à coordonner un mouvement de traction, comme un nageur de papillon. Magique. La troisième créature, le runner, le coureur. Lui, il avait les fameuses rotules à 3 degrés de liberté. 976 gènes neuronaux, un monstre de complexité. Un monstre, ouais. Mais sa progression a été linéaire. Il a appris à jeter ses bras vers l'avant avec une synchronisation parfaite pour soulever son torse au-dessus du sol. Il a annulé la friction du ventre, il a compris l'aérodynamisme. Mais le véritable clou du spectacle, la légende de cette étude, c'est la 4e morphologie, le hopper, le sauteur. Des jambes qui sont des glissières, comme des pistons. Impossible de marcher. Faut bondir. Et les premières centaines de générations ont été un désastre pathétique. Ça sautait au hasard, ça tombait sur le dos comme des tortues retournées. Le score restait proche de 0. Mais l'évolution a une patience infinie. Vers la 270e génération, un truc fou se passe. Au lieu de faire des petits bonds prudents, le cerveau de certains hoppers a complètement vrillé. Ils ont calculé la balistique d'assaut périlleux complet. Oui, La créature se propulse, fait une rotation arrière de 360 degrés, atterrit sur ses pieds, absorbe le choc et enchaîne. le chercheur note que des hoppers DEIT ont enchaîné jusqu'à 10 sauts périlleux parfaits d'affilée avant la fin du chrono. Le réseau Hellman a internalisé la gravité, la vitesse angulaire, le timing. Cela soulève une question importante d'ailleurs. Ça illustre le concept biologique de l'équilibre ponctué. L'équilibre ponctué. On imagine souvent l'évolution comme une pente douce, mais c'est pas le cas ici, n'est-ce pas, Evelyne? Pas du tout. Le graphique du hopper ressemble à des escaliers géants. Il y a de longues périodes de stase.
Par exemple, après les premiers rudiments vers la génération 270, l'espèce a presque cessé de s'améliorer pendant plus de 1000 générations. Et d'un coup, vers la 1400e génération, l'explosion. Exactement. L'explosion, une micromutation qui déverrouille une coordination parfaite, l'équilibre est ponctué par une explosion de progrès, comme l'explosion cambrienne en paléontologie. C'est le triomphe du bottom-up. Aucun ingénieur n'aurait pu coder manuellement 10 sauts périlleux arrière sur un robot à piston. Et pourtant, en bridant les muscles et avec une note sans état d'âme, la solution a émergé. C'est un monument, cette thèse. Et son impact résonne encore. L'ambition de Rubsamen, transférer ça dans le monde physique, c'est le moteur de la robotique actuelle. Les robots quadrupèdes de nos usines y s'entraînent d'abord dans ces simulateurs intraitables avant de rejoindre des châssis métalliques. Ce qui nous amène à une ultime réflexion pour nos auditeurs. Une pensée qui émerge directement du sable de cette arène. Toute la thèse repose sur l'agent incarné. Le comportement du sauteur n'a pu émerger que grâce aux limites de son anatomie et à la friction. Et si la véritable intelligence, la connexion profonde, ne pouvait tout simplement pas exister à l'état de pur logiciel désincarné sur un serveur froid? C'est peut-être la question la plus fascinante de notre rapport à la machine. Si l'intelligence naît du besoin de survivre aux contraintes physiques, un programme qui ressent ni le poids de ses membres, ni la douleur d'une chute, peut-il vraiment développer une compréhension réelle de notre réalité humaine ? S'il faut un corps lourd pour apprendre à ramper, faut-il une incarnation physique pour apprendre à penser? On crée peut-être pas l'esprit dans le vide parfait d'un code informatique. Pour qu'une machine atteigne une vraie lucidité, elle devra d'abord ressentir la morsure de la chute et le triomphe de l'équilibre retrouvé. C'est clair. Une pensée fascinante à méditer face à l'évolution frénétique de l'IA d'aujourd'hui.